Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Bonjour docteur Wagner, Bonjour. merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour un sujet qui me semble très important à aborder. On va parler de soins de support en oncologie, en douleurs chroniques et de photobiomodulation, qui est, je pense, une technique, une approche qui n'est pas encore connue de toutes et tous. Vous allez nous parler de la médecine fonctionnelle, de l'alimentation, de nutrition. Donc, je pense que c'est un sujet complet et nous allons pouvoir vite passer dans le vif du sujet. Maintenant, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, bon, peut-être vous allez certainement vous présenter mieux que je le fais, mais on le voit, vous avez un parcours qui est très riche, très complet et qui vous permet aujourd'hui de nous parler de ce sujet de façon si précise et en tant qu'expert. Juste petite information pratico-pratique avant de rentrer dans le vif du sujet. Il y a un fil de discussion, donc n'hésitez pas à échanger durant la présentation. Posez aussi toutes vos questions. On y reviendra évidemment à la fin de la présentation et on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous laisse en profiter. Docteur, je vous laisse la main. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'invitation et merci de me donner encore une fois l'opportunité de parler de ma passion qui est la médecine intégrative au sens large, mais aussi avec des techniques que je vais vous exposer, notamment la photobiomodulation que je pratique depuis maintenant 2014, qui commence à se développer. Encore hier soir, une patiente m'a dit: est-ce que vous avez vu l'émission sur France TV, France 5 sur la photobiomodulation? Donc ça commence à venir d'autant plus que maintenant, l'Institut Gustave Roussy à Paris a créé un département de photobiomodulation depuis à peu près 2 ou 3 ans. Alors, merci aussi pour l'introduction. Oui, j'ai un parcours un peu complexe. J'ai même écrit un bouquin qui s'appelle Les tribulations d'un cancérologue, parce que je suis passé du monde de la science pure et dure à la médecine naturelle. Alors, c'est pas le moment de vous expliquer pourquoi, mais effectivement, dans mes parcours de vie, parcours professionnel, rencontres avec les patients, et finalement échec aussi de la cancérologie médicale scientifique, je me suis tourné vers d'autres techniques pour accompagner les patients, pour mieux supporter leur traitement et surtout pour essayer d'optimiser leur prise en charge de leur parcours. Donc, je suis médecin cancérologue, mais aussi médecin de la douleur. J'exerce au sein de l'Espace Saint-Odile dans mon cabinet privé depuis maintenant un peu plus de 6 mois. J'ai été pendant 12 ans directeur d'un centre de cancérologie à Dunkerque, toujours en des centres privés, et pendant plus de 20 ans à Strasbourg dans un centre de cancérologie également privé que j'ai créé et ouvert en 2003. J'ai beaucoup d'activités associatives et dans des sociétés savantes, notamment j'ai pu créer avec le docteur Jean-Linuel Bagot la STISO, qui est la Société homéopathique internationale de soins de support en oncologie. J'ai co-créé avec le docteur Alain Toledano à Paris la Société française d'oncologie intégrative, et à Dunkerque, on a créé une autre association qui s'appelle Conscience et Vie, qui travaille également sur le développement de la santé intégrative en France et notamment le développement d'une nouvelle spécialité en France, on va dire en Europe en général, qui s'appelle la psycho-neuro-immuno-endocrinologie. Alors, pour moi, je pense qu'il y aura beaucoup de naturopathes qui nous écouteront. Je pense qu'effectivement, c'est une autre manière de parler plus scientifique de naturopathie. Voilà. Alors, le plan que je vous propose, c'est de revoir la notion de soin de support, la santé intégrative, ce que c'est qu'une intervention non médicamenteuse comparée aux pratiques de soins non conventionnels. Je vais vous donner 2 exemples. Qu'est-ce que c'est que la photobiomodulation? Quelle est l'efficacité sur la fibromyalgie, mais pas que sur la fibromyalgie, mais aussi sur le syndrome de fatigue chronique, encéphalomyélite myalgique, Covid long, on appelle les syndromes post-viraux, et de voir quelle est la place finalement dans un parcours de soins complexe pour ces patients douloureux chroniques atteints de maladies inflammatoires immunitaires très complexes, de la photobiomodulation et de la médecine fonctionnelle, notamment de la micronutrition, et on pourra débattre de l'avenir de ces techniques.
Alors d'abord, le soin de support, qu'est-ce que c'est? Le traitement d'un cancer ou d'une maladie chronique ne s'arrête pas au traitement de la maladie seule. Les soins de support doivent faire partie intégrante du parcours de soins du patient. Alors c'est un mauvais terme traduit en français venant de l'anglais qui est supportive care, donc les soins de support. On va dire globalement, c'est ce qui permet au patient d'aller mieux, soit en traitant les symptômes liés à sa maladie, soit les symptômes liés au traitement. Parce que j'ai coutume de dire, il faut essayer de trouver des soins ou des techniques qui n'apportent pas plus d'effets secondaires que pour traiter les effets secondaires des médicaments pour traiter la maladie. Donc, il faut faire attention à ça, c'est pas de rajouter des effets secondaires aux effets secondaires, comme par exemple dans l'exemple des traitements antiémétiques en cancérologie. Ils fonctionnent très bien pour contrôler les vomissements en cours de chimiothérapie, mais très souvent, ils ont des effets secondaires du style migraine, fatigue, etc. Donc, on rajoute des effets secondaires aux effets secondaires alors qu'on fait du soin de support. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et pour moi, qui ai maintenant l'expérience de près de 40 ans de médecine et 34 ans, pardon, de cancérologie, eh bien, je suis persuadé que toutes les améliorations qu'on a vues ces 30 dernières années sont surtout liées aux soins de support et un peu moins aux traitements spécifiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la santé intégrative? Vous connaissez tous la définition de la santé de l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, pour lequel il faut ajouter de santé sexuelle également, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est cette interaction entre le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être social qui va définir notre état de santé. On peut se poser la question, ceux qui nous écoutent, est-ce que vous êtes en bonne santé ou en état de santé intermédiaire, comme on le verra un peu plus tard? Eh bien, vous connaissez cette roue de la santé, si vous êtes thérapeute, il faut absolument prendre en charge de manière holistique le patient, aussi bien sur son physique, donc lui réapprendre à se mouvoir, le réapprendre son alimentation, lui permettre de se développer sur le plan personnel et professionnel, optimiser son environnement physique quand c'est possible, retravailler sur ses relations et son entourage. Et puis, bien sûr, comme nous sommes des êtres humains, nous avons aussi une âme, un esprit, et travailler sur cette relation entre le corps et l'esprit et développer notre spiritualité. Et donc, la santé intégrative, c'est vraiment la connexion entre plusieurs types de médecine, la médecine conventionnelle, la médecine du mode de vie, le prendre soin de soi, la médecine individuelle, la médecine complémentaire et la médecine intégrative. Comment on peut optimiser encore une fois tout ça? Il faut déjà toujours avoir en tête, quand on prend un patient en charge, quel est son environnement, dans quel corps vit-il? Est-ce qu'il se nourrit bien? Est-ce que ses besoins physiques sont atteints? Est-ce qu'il n'est pas intoxiné et donc il faudra peut-être lui proposer une détoxification? Bien sûr, évaluer le mental du patient et l'état d'esprit dans lequel il se trouve, notamment comment il se trouve sur le plan spirituel. Quelle différence y a-t-il entre ce qu'on appelle une intervention non médicamenteuse et une pratique non conventionnelle de santé? Alors, j'ai pris là l'exemple d'un réseau de cancérologie, qui est Oncorif, donc l'Île-de-France, qui définit ce que c'est qu'une pratique non conventionnelle de santé, également appelée pratique non conventionnelle à visée thérapeutique. Selon la définition suivante, c'est un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la tradition du pays, même sinon il s'agirait de médecine traditionnelle ou ne sont pas intégrées à son système de santé prédominant. Et toutes ces définitions mettent en alerte, ce sont des pratiques qui sont soi-disant non scientifiquement validées. Donc, on est bien d'accord qu'une pratique non conventionnelle de santé, a priori, est une technique qui est soi-disant scientifiquement non validée. On peut se poser la question de ce que c'est qu'une validation scientifique. Donc, à chaque fois, on va retrouver, notamment en cancérologie, cette alerte. Faites attention aux interactions possibles avec les médicaments de chimiothérapie, radiothérapie, etc. On va y revenir un peu plus tard. Je pense qu'il y a les alertes sont beaucoup trop importantes, même s'il faut avoir à l'esprit que c'est possible.
Et donc, dans cette même page Internet, on retrouve des exemples de pratiques non conventionnelles de santé, l'acupuncture, étonnant, l'ostéopathie, étonnant, l'hypnose, étonnant, l'aromathérapie, c'est un peu moins étonnant de la part de médecins scientifiques, les barreurs de feu, c'est pas du tout étonnant par rapport aux médecins scientifiques, les compléments alimentaires, on reviendra dans la deuxième partie du séminaire, du webinaire, l'homéopathie, alors que l'homéopathie est une médecine traditionnelle, hein, c'est notre médecine traditionnelle européenne, comme l'est je vais peut-être vous étonner un peu de la part d'un médecin, mais la médecine traditionnelle européenne, c'est la naturopathie hippocratique. Donc, voilà, on ne va pas continuer sur ces commentaires-là, mais l'homéopathie est une médecine traditionnelle. Le magnétisme, la phytothérapie, etc. Donc, voilà, combien y a-t-il de pratiques non conventionnelles de santé? Il y en a 450 qui sont reconnues par l'OMS, par aussi la Haute Autorité de Santé en France. 450 différentes. Comme j'ai coutume de dire, ça commence par acupuncture et ça se termine par zoothérapie. Acupuncture, vous connaissez, zoothérapie, vous connaissez aussi, c'est la thérapie par la médiation animale. Et au milieu, vous en avez une seule, c'est pour ça que je la prends comme exemple, qui est urinothérapie, donc la thérapie par les urines. On comprendra que ça ne marche peut-être pas et que c'est vraiment du coup une pratique non conventionnelle de santé. 30 à 70% des patients en parcours de soins complexes, que ce soit maladies chroniques comme des douleurs chroniques, que ce soit en cancérologie, ont recours à un moment ou à l'autre à des pratiques non conventionnelles de santé. Donc, il faut arrêter de les marginaliser, il ne faut pas non plus forcément les contrôler, mais s'écouter les uns les autres entre médecine scientifique et médecine, on va dire, naturelle. Alors, comme nous, on est des scientifiques, on a bien tout classé, et il existe maintenant une classification des interventions non médicamenteuses, qui est celle proposée par la plateforme du CEPS et professeur Grégory Nino à Montpellier en France en 2020, qui est très largement inspirée de la Société d'oncologie intégrative aux États-Unis et de la plateforme des médecines alternatives et complémentaires aux États-Unis et en Angleterre. Donc, on classe en 5 catégories, psychologique, physique, nutritionnelle, numérique et élémentaire. Je prends juste l'exemple dans chaque catégorie. Par exemple, la thérapie assistée par l'animal, la zoothérapie, est classée dans une technique psychologique. La programme d'activité physique, bien sûr en physique, c'est une des premières pratiques non conventionnelles de santé à être devenue une intervention non médicamenteuse en France et reconnue, prescrite et toujours pas remboursée. Vous avez les compléments alimentaires qui nous intéressent un peu plus aujourd'hui peut-être, c'est rentrer dans des interventions non médicamenteuses nutritionnelles. Vous avez le numérique, comme par exemple la thérapie par la réalité virtuelle, et puis vous avez les élémentaires, comme par exemple la mycologie, la mycothérapie que j'utilise aussi beaucoup dans ma pratique. Alors, quand est-ce qu'une pratique non conventionnelle de santé devient-elle une intervention non médicamenteuse? C'est surtout saluer le professeur Grégory Nino qui travaille depuis plus de 10 ans sur ce sujet-là. Il travaille, c'est un docteur en activité physique adaptée et qui est maintenant devenu professeur de médecine et qui travaille au Centre de lutte contre le cancer de Montpellier. Donc, il a commis plusieurs ouvrages, je vous en cite 2. Celui sur visée professionnelle, qui est le guide des interventions non médicamenteuses, et une un peu plus grand public, qui est Sans médecine douce, validée par la science. Donc, Grégory travaille depuis 10 ans sur comment évaluer des pratiques non conventionnelles de santé, puisque vous le savez, c'est très difficile de les évaluer comme si c'était des médicaments, et donc il y a toute une discussion en France autour de ce sujet-là, c'est comment monter des essais thérapeutiques, des essais de pratique qui sont compatibles avec le fait que la plupart de ces pratiques non conventionnelles de santé ou futures interventions non médicamenteuses sont médiées par des humains. Alors, on ne peut pas faire du placebo humain, donc ça devient compliqué. Parce qu'effectivement, c'est, comme je dis souvent dans les écoles de naturopathie ou de la formation, il faut que les scientifiques comprennent le langage des thérapeutes et que les thérapeutes comprennent le langage des scientifiques.
Donc, nous, scientifiques, la science, c'est quoi? C'est une démarche qui est reposée sur une question. On se pose la question, est-ce que la Terre est plate ou la Terre est ronde? Ou plus prosaïquement, est-ce que la photobiomodulation, dont je vais parler dans quelques instants, fonctionne? Alors, mon sujet de recherche, c'est dans la douleur post-cancer. Donc voilà, j'ai un protocole, j'ai constaté que ça marche, j'ai des hypothèses, je sais comment ça fonctionne sur le plan théorique et expérimental en partie. Je recrée une nouvelle expérience, je fais mon expérience, je vois les résultats au bout de quelques mois ou quelques années, j'en conclus, ça marche pas. Et donc ça, c'est vraiment la démarche scientifique. Question, hypothèse, expérience, résultat, conclusion. Et puis surtout, ce qui est important, c'est pas, et puis ce qu'on retrouve aussi, et ce que s'il y a des labos de micronutrition qui m'écoutent aujourd'hui, c'est ce que je reproche beaucoup, c'est que on dit, ah bah, il y a une étude dans un journal machin qui montre que mon produit fonctionne. Non, ça c'est pas de la science. La science, c'est combien il y a d'études qui démontrent que le produit donné dans les mêmes conditions à la même population fonctionne. Et tant qu'on n'aura pas compris que c'est comme ça que fonctionnent les scientifiques, on aura des difficultés à développer vraiment ces pratiques non conventionnelles. Donc, encore une fois, il ne faut pas se baser sur la rumeur. Ce matin, un patient et son épouse sont venus me voir pour faire de la prévention des effets secondaires dans un parcours de radiochimiothérapie pour un cancer ORL. Il me dit, bah voilà, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de maigrir, j'ai peur de tout, en fait. Et est-ce que vous pouvez nous aider? Et puis, au cours de la consultation, il me dit, qu'est-ce que vous pensez des barreurs de feu? Les barreurs de feu, coupeurs de feu, magnétiseurs, sont très populaires dans les patients qui sont dans des services de radiothérapie parce qu'ils se passent tous les adresses des barreurs de feu locales, etc. Ils sont persuadés que ça fonctionne. Eh bien, moi, je leur dis, ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je constate que, effectivement, les patients qui font appel aux barreurs de feu semblent avoir moins d'effets secondaires que les autres. Bah, allez-y, il n'y a aucun problème. Sauf que c'est de la rumeur, du témoignage rapporté, d'expérience personnelle. Il n'y a actuellement aucune étude scientifique qui a démontré, qui a fait une étude barreur de feu versus pas barreur de feu en prévention des effets secondaires de la radiothérapie dans le cancer du sein ou dans le cancer ORL. Vous voyez, encore une fois, cette démarche très particulière. Et ce n'est pas parce qu'il y a une étude qui l'aurait démontré que on peut dire il faut préconiser le barreur de feu. Le barreur de feu fait mieux que tel ou tel médicament. Non, il faut qu'il y ait plusieurs études scientifiques concordantes et qu'ensuite, les gens, des experts se réunissent, regardent ce qui s'est passé dans la littérature scientifique, dans les expériences scientifiques et disent, oui, le barreur de feu permet d'améliorer de 50% les effets secondaires de la radiothérapie et donc il faut rembourser le barreur de feu. Ce n'est pas demain qu'on va rembourser les barreurs de feu parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, qu'est-ce que nous on fait au PBM Center de Haguenau? Haguenau, c'est à 25 km au nord de Strasbourg, une très belle ville de 40 000 habitants, donc on est à la frontière entre l'Allemagne et pratiquement la Belgique. Eh bien, on fait de la photobiomodulation. Alors, je ne sais pas, c'est difficile de poser la question. Alors, je regarde un petit peu le fil en même temps. Oui, bien sûr que je connais le docteur Jean-Louis Misset, puisqu'on on fait la même chose depuis 30 ans. Et je vous conseille vraiment la lecture de son livre Oncologie intégrative. Et on a créé la société d'oncologie intégrative ensemble. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la photobiomodulation? On va retourner un petit peu sur les bancs de l'école. Alors, moi, je pense que c'était au CM2, maintenant c'est plutôt en 3e, qu'on apprend ce que c'est que la photosynthèse. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes des êtres de lumière, qu'on mange la lumière et qu'on retournera la lumière un jour. Sans lumière, pas de vie sur Terre. Et c'est essentiellement à cause de la photosynthèse dans les chloroplastes. Les chloroplastes, c'est ce qui donne la couleur verte des feuilles des arbres. Pourquoi? Parce que la feuille va absorber la lumière du soleil, qui est un spectre lumineux qui va de l'ultraviolet à l'infrarouge, va réfléchir tout sauf le rouge et l'infrarouge. C'est pour ça que notre œil voit la feuille verte. Qu'est-ce qui va se passer? Énergie, il y a de l'eau et du gaz carbonique
dans l'atmosphère, le chloroplaste va transformer l'eau et le gaz carbonique en glucose et en oxygène. Le glucose et l'oxygène, nous allons le respirer et le manger, et le donner à respirer, à manger à nos mitochondries. Nos mitochondries qui sont, on va parler beaucoup de mitochondries dans les dernières minutes de notre exposé d'aujourd'hui. Les mitochondries, c'est la base de la vie. C'est ce qui est fait l'énergie, mais c'est à la fois la pile électrique de nos cellules, mais c'est aussi l'usine d'incinération des déchets de la fabrication de quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est de l'ATP, comme vous le savez. L'ATP qui est formé dans la mitochondrie grâce au cycle de Krebs et à la chaîne respiratoire de ces mitochondries. Comme je dis aux patients, la mitochondrie, c'est à la fois le poumon et le rein ou le foie de notre cellule. Eh bien, cette mitochondrie, elle va avoir essentiellement comme rôle de fabriquer de l'énergie. Et comme vous le savez, la seule énergie disponible dans nos cellules, pour nos cellules, c'est de l'ATP. Si tout va bien, une molécule de glucose est transformée en 38 molécules d'ATP, une molécule de lipides, l'acide gras, est transformée en 190 molécules d'ATP. Ça, c'est quand tout fonctionne. Et on va voir tout à l'heure que énormément de pathologies à l'heure actuelle sont liées à des dysfonctionnements de la mitochondrie. Bien, cette mitochondrie, elle va fabriquer de l'énergie, mais comme je dis aux patients, quand vous mettez une bûche dans un poêle, dans une cheminée, si le bois n'est pas bien, si la cheminée ne tire pas bien, qu'il n'y a pas assez d'oxygène, le feu va être pas bon, et deux, il y aura beaucoup de cendres. D'accord? Donc, il faut que tous les paramètres bois, oxygène soient corrects pour qu'il y ait plein d'énergie et peu de déchets. Et comme vous le savez, les déchets, c'est ce qu'on appelle des radicaux libres, surtout les radicaux libres, des espèces réactives de l'oxygène ou de l'azote. Si elles ne sont pas bien contrôlées, eh bien, il y a un excès de ces ROS ou RNS, et à ce moment-là, il y a un déséquilibre, stress oxydatif, inflammation, d'abord de bas grade, puis de haut grade, puis maladie. Ça, je ne vous apprendrai rien, je pense que vous connaissez tout ça mieux que beaucoup de médecins. Eh bien, on s'est rendu compte récemment que la mitochondrie, c'est comme le chloroplaste, mais c'est inversé. Et la mitochondrie est aussi sensible à la lumière, et elle est sensible à une longueur d'onde qui va du rouge au proche infrarouge, comme le chloroplaste. Et comme c'est un PDF, vous ne voyez pas cette super image du milieu de la diapositive. Normalement, ça tourne, parce que c'est le premier moteur électrique qui existe. Le premier moteur électrique qui existe a été créé dans la nature, c'est la mitochondrie, la TPA synthétase, l'ATP synthétase la mitochondrie. C'est un moteur électrique qui marche avec des électrons, avec une pompe à protons, et ça tourne très très vite pour fabriquer de l'ATP. Je vous rappelle qu'on fabrique entre 40 à 50 kg d'ATP par jour. Donc c'est absolument énorme. Et juste pour illustrer les choses, vous prenez du cyanure, qui est de la une plante, vous prenez un granule de cyanure que vous croquez sous la dent, vous mourrez dans les minutes qui suivent parce que vous bloquez ce super moteur électrique, il n'y a plus d'ATP et c'est la vie qui part en quelques minutes. On a découvert la lumière rouge par ce qu'on appelle une sérendipité, un mot que j'aime bien puisque ça étale ma culture. Sérendipité, ça veut dire découverte scientifique par hasard, en fait, sur un esprit qui était préparé. C'est comme la pomme de Newton, quand elle lui tombait sur la tête. Eh bien, en fait, Newton était bien sûr préparé à faire sa loi ensuite sur la loi de la gravitation universelle. C'est pas parce qu'il a une pomme sur la tête, mais c'est parce que son esprit était préparé. Eh bien, le docteur Messner, que vous voyez en photo là, travaillait sur des souris nudes en Hongrie dans fin des années 60. Et il utilisait un laser un peu de celui que vous voyez aussi à droite. C'était des lasers énormes parce que je vous rappelle que le laser a été construit, le premier laser, fin des années 50, début des années 60. Et comme il était chirurgien, il voulait utiliser le laser pour exciser des tumeurs. Donc, il injectait des mélanomes sur ces souris nudes. Donc, vous voyez un exemplaire, un individu sur la photo. Il laissait pousser la tumeur et avec le laser, il coupait la tumeur.
et s'est rendu compte qu'avec certaines énergies et certaines longueurs d'onde, eh bien, la cicatrice post-opératoire était beaucoup plus rapide et surtout que les poils de la souris repoussaient. Et c'était ça la sérendipité. C'est qu'il s'est dit, mais c'est quoi ça? Et au lieu de jeter l'expérience, il a continué ses réglages et s'est rendu compte qu'avec certaines longueurs d'onde, certaines énergies, eh bien, la cicatrisation se faisait mieux et les poils de la souris poussaient. Et en 1974, il y a eu un prix Nobel parce qu'on a découvert ce phénomène de photobiomodulation et on a commencé à l'expliquer. Et ensuite, le grand boom de développement de cette technique de lumière rouge était dans la fin des années 90, quand la NASA avait une problématique, c'était comment on va envoyer des cosmonautes sur Mars. Il n'y aura pas de chirurgien, pas de bloc opératoire, bien qu'il y en aura dans les navettes qui vont aller sur Mars, mais il va falloir soigner les cosmonautes. Et puis, il faut surtout faire pousser des légumes en apesanteur. Et ils se sont rendus compte que la lumière rouge permettait d'accélérer la pousse des légumes verts. Et puis, ils étaient de meilleure qualité et en plus grande quantité. Et en plus que ils avaient mis une machine de lumière rouge dans l'ISS et que ça soignait les blessures des patients, des cosmonautes, pardon. Et donc, en retournant sur Terre, ils ont dit, ah bah, ça marche super bien, on va développer cette technique. Et ils ont donc ils ont financé de la recherche pour les enfants qui avaient des greffes de moelle osseuse, pour des leucémies ou des lymphomes, et pour traiter les mucites, cette inflammation de la bouche, de l'œsophage, de l'intestin, etc. Et c'est comme ça que, en cancérologie, la première fois, on a utilisé cette lumière pour traiter des gamins qui étaient en bulle après une greffe de moelle. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui m'écoutent aujourd'hui. Vous avez tous appris que Hippocrate aurait dit que l'alimentation était la première médecine. Alors, paraît-il que ce n'est pas vrai. Donc, il faudra chercher qui c'est qui l'a dit. Mais en fait, ce n'est pas l'alimentation, c'est la lumière. Déjà parce que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'aliment, mais aussi parce qu'on commence à décrire de plus en plus de pathologies liées à soit un manque d'exposition au soleil, soit à la mal-illumination. Le manque d'exposition au soleil, on sait que vous avez la liste qui s'affiche à l'écran, mais ça va du cancer aux maladies cardiaques, maladies neurodégénératives. Quand on n'a pas assez de soleil, on augmente son risque de faire des maladies chroniques. Et pour ce qui est la mal-illumination, comme ce qui est l'équivalent de la malnutrition, eh bien, la lumière bleue, c'est une catastrophe, celle sur laquelle on est exposé tous les jours à cause des ordinateurs, mais pas que. La lumière blanche qui vous illumine peut-être en ce moment dans votre bureau, eh bien, elle a un spectre qui va trop vers le bleu. Et on sait très bien que faire des écrans avant de dormir, regarder la télé, mais surtout les écrans d'ordinateur ou les écrans de nos téléphones, c'est une catastrophe parce que ça empêche la mélatonine d'être sécrétée notamment, et donc vous avez plein de pathologies qui sont liées à la malillumination. Alors, en photoillumination, on va utiliser la lumière rouge et infrarouge proche. On a bien compris que c'est la lumière biologiquement active. Les ultraviolets, c'est bien parce que ça, et le bleu, ça tue les bactéries, les virus, etc. Et s'il n'y avait pas le ciel bleu qui est au-dessus de notre tête, en fait, la vie sur Terre, ce serait que des virus et des bactéries et surtout pas des animaux et des êtres humains. C'est grâce à cette lumière bleue que les bactéries et les virus ont été contrôlés. Dans votre boucherie préférée, vous allez voir que quand ils éteignent la lumière, il y a de la lumière bleue. Cette lumière bleue, elle est bactéricide et viricide. La lumière bleue, elle sert aussi à traiter l'ictère du nouveau-né. Les ultraviolets sont potentiellement dangereux, mais servent aussi à fabriquer de la vitamine D et à traiter certaines lésions inflammatoires de type psoriasis. Donc la lumière, c'est un vrai spectre lumineux. Et nous, on va prendre que la lumière rouge. Pourquoi? Parce que cette lumière rouge, en bas à gauche, vous voyez le spectre d'entrée de la lumière sous la peau.
Et vous voyez que c'est surtout le rouge, le proche infrarouge et l'infrarouge qui sont intéressants sur le plan biologique parce qu'ils vont aller très profond dans le derme, l'hypoderme, jusqu'au muscle. On sait que ça peut aller jusqu'à 5 cm sous la peau et que cette lumière va rencontrer un tas de choses, plein de cellules immunitaires, plein de myocytes, donc des cellules musculaires, plein de cellules nerveuses, et va pouvoir agir sur les mitochondries de ces cellules. Elle n'est pas ionisante comme le spectre des rayons X qu'on utilise en radiothérapie, en radiologie, et elle ne brûle pas, et elle est athermique. En photomodulation, on ne chauffe pas les tissus, contrairement à d'autres techniques de photothérapie. Donc la mitochondrie, c'est vraiment la clé. Alors pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que on n'a pas le temps, bien sûr, de refaire tout le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. On va se focaliser sur le complexe 4, qui est la cytochrome C oxydase, qui est celle qui va nourrir l'ATP synthétase de moteur électrique dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, ce cytochrome C oxydase a 2 atomes de fer, 2 atomes de cuivre, qui sont des photoaccepteurs, qui vont réagir avec la lumière comme le chloroplaste. Et à partir du moment où la lumière stimule la cytochrome C oxydase, eh bien, elle va avoir un effet de potentialisation de l'enzyme et donc une meilleure chaîne respiratoire et une meilleure fabrication d'ATP. Ça, c'est ce qui est immédiat. À partir du moment où la lumière rentre dans la mitochondrie, elle va aussi avoir un autre effet. Alors, on va parler très rapidement j'ai mis énormément de temps, comme ça fait depuis 2014 que je pratique cette technique, il faut dire que j'ai mis du temps, et c'est grâce au DU de micronutrition que je suis en train de faire que j'ai finalement, je sais l'expliquer beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a pas que simplement la fabrication d'énergie, il y a aussi en fait une activation d'un certain nombre de facteurs de croissance, et notamment le NFKB, qui est je vous rappelle, le NFKB, c'est un facteur de transcription de gènes pro-inflammatoire. En même temps, la lumière, elle va aussi avoir un effet pro-oxydant pendant un certain temps. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, finalement, il y a quand même une action positive. Ça, c'est partie des choses. Donc, imaginez que la lumière, dans un premier temps, est pro-oxydante. Mais en même temps, elle va déplacer le NO qui rentre dans la cytochrome C oxydase à la place de l'oxygène. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, elle déplace le NO. Ce NO qui est aussi pro-inflammatoire va aussi avoir un effet intéressant pour nous, ce qui est la vasodilatation. Vous voyez, donc c'est une chaîne de causalité très, très, très complexe pour finalement arriver à ce avant d'y arriver, s'est même rendu compte que l'eau pourrait marcher peut-être comme l'homéopathie, parce qu'on n'a pas de temps non plus d'en développer ça, mais l'homéopathie, ça marche sur la quatrième état de l'eau, qu'on appelle aussi la mémoire de l'eau, et on s'est rendu compte qu'il y a de l'eau structurée dans les interfaces au niveau des membranes. Et donc, l'eau va restructurer la lumière va restructurer l'eau et va donc permettre d'améliorer la communication intra- et intercellulaire. C'est aussi une des hypothèses de fonctionnement. On va revenir sur l'hormèse tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la lumière a un effet de prolifération, régénération cellulaire, de cicatrisation et anti-inflammatoire et antalgique. Alors, on va vite, parce que vous pourrez poser la question, mais attention, si on parle de prolifération, de régénération cellulaire, pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser chez les patients qui ont des cancers? Ça ne fait proliférer et régénérer que les fibroblastes et les cellules immunitaires, pas les cellules cancéreuses. On a mis 30 ans pour le démontrer, et on est absolument sûr maintenant que la lumière rouge n'a pas d'effet délétère pro-cancéreuse chez les patients. Donc ça, on en est absolument sûr, donc il n'y a pas de risque d'utiliser la lumière rouge chez un patient qui a un cancer. Et donc, en clinique, depuis 30 ans, de manière un petit peu
on dire, pas désorganisés, mais c'était des pionniers qui ont commencé à se lancer. On s'est rendu compte que cette technique avait un intérêt en gynécologie, en oncologie, en dermatologie, médecine du sport, médecine de la douleur, etc. En fait, c'est une technique qui a vraiment une utilisation très, très large dans plein de pathologies. Et vous allez voir arriver cette technique dans les années qui viennent en intracérébral, parce qu'on s'est rendu compte que la lumière rouge et infrarouge traversaient le scalp et étaient capables de stimuler d'avoir une action sur le cerveau, notamment sur la neuroinflammation, qui est une pathologie que connaissent pas beaucoup de médecins. Et cette neuroinflammation, vous la retrouvez dans les post-AVC, dans les Alzheimer, dans les post-cancer, dans les douleurs, chez les douleurs chroniques, chez les fibromyalgiques, les syndromes post-viraux. Il y a énormément de neuroinflammation, mais on parle aussi de cette neuroinflammation depuis quelques années maintenant. Et effectivement, en fait, on utilise l'hormèse. Je vous rappelle que l'hormèse, c'est chez les sportifs, c'est comme ça qu'ils améliorent leur possibilités, leur force, leur vitesse. C'est-à-dire qu'ils vont toujours aller jusqu'à une certaine limite, à ne pas dépasser. Et par contre, parce que s'il dépasse cette limite, il se blesse, il tombe malade. Et c'est cet entraînement qui va permettre d'augmenter ses capacités physiques pour aller vers le maximum de ce que peut le sportif. C'est aussi, vous savez, Mithridate qui prenait du poison, un petit peu de poison tous les jours pour éviter d'être empoisonné réellement un jour. C'est l'hormèse. L'homéopathie marche probablement par des phénomènes hormétiques. Il y a plein de techniques médicales qui marchent avec cette hormèse, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine dose pour avoir une stimulation. Si on dépasse cette dose, on a de nouveau une inhibition. Et donc, il faut être capable de trouver la bonne dose qui va soit inhiber, soit stimuler en fonction de ce qu'on veut faire. Eh bien, la photobiomodulation marche par cette loi de l'hormèse. Il y a bien de l'inflammation, mais c'est une micro-inflammation qui va permettre finalement au corps de lutter et de mettre en place ces mécanismes anti-inflammatoires. Voilà, ça marche partout. Il y a 13 000 références dans PubMed. On est réellement actuellement capable d'expliquer comment fonctionne cette lumière rouge. J'ai parlé du NO, de l'oxyde nitrique, par exemple. C'est simplement parce que le cytochrome C qui est qui est illuminé par la lumière rouge, le NO va sortir, qui avait pris la place de l'oxygène. Et à ce moment-là, il va y avoir une vasodilatation. Cette vasodilatation va faire qu'il y a plein d'effets positifs pour le patient derrière. Donc, on sait parfaitement comment ça fonctionne sur le plan moléculaire, cellulaire, voire tissulaire. Voilà, c'est vraiment de la science. Donc, ça augmente la production d'énergie cellulaire, ça a un effet anti-âge sur la peau, ça diminue l'inflammation, ça accélère la cicatrisation, ça augmente la santé cérébrale et les performances, ça accélère la perte graisseuse, ça améliore la masse musculaire et les performances, ça augmente la fertilité, la testostérone, ça améliore la santé hormonale. Donc, pour les plus vieux qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que la photobiomodulation, c'est pas devenu le nouveau sirotyphon ? Précipitez-vous tout à l'heure sur Google, vous tapez sirotyphon et Richard Anthony, écoutez la chanson, c'est absolument génial. C'est le sirop qui guérit tout. Alors, comment je suis tombé dedans ? En 2014, on est venu me montrer la machine. On a fait des tests sur des patients en cours de radiothérapie qui n'arrivaient pas à ouvrir la bouche. On a fait 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Les 2 patients successifs ont ouvert la bouche. 3e patiente, c'était ma physicienne. Et ma physicienne avait mal au dos. On lui fait une séance. Elle s'est relevée de la table. Elle n'avait plus mal au dos. J'ai dit... Yann Courchel, qui est le représentant de Thor en France, dit « Je t'achète la machine tout de suite ». J'ai acheté ma première machine de photobiomodulation comme ça. J'ai fait de l'évidence-based médecine en 1 heure. Et puis ensuite, j'ai travaillé. J'ai fait de la recherche, etc. Et j'ai notamment travaillé sur les douleurs post-mastectomie persistantes. C'est des femmes qui ont encore des douleurs 3 mois après la chirurgie et la radiothérapie. Je vous ai mis sur la photo les croix qu'on appelle des zones cachettes. C'est à la fois des douleurs neuropathiques, myofaciales
qui sont liées à une atteinte du nerf intercostal brachial qui est juste au niveau du creux axillaire. Il suffit de savoir où ça fait mal et d'appuyer là où ça fait mal, et vous êtes un grand docteur ou un grand thérapeute, parce que aucun médecin, cancérologue, chirurgien n'aura appuyé sur ces zones-là. Et surtout, ça empoisonne la vie des patients. Quand on regarde les EVA initiales, elles sont mesurées entre 6,5 dans la première population de patientes que j'ai traitées, plus de 90 patientes. Elles avaient en moyenne 6,5 de douleurs sur une échelle de 10. C'est déjà des douleurs intenses. D'accord ? Et ça les empêche de dormir, ça les empêche de mettre un soutien-gorge souvent. Quand on les touche, c'est une douleur qui dure quelques instants, mais qui est plusieurs fois dans la journée, qui est empoisonnante. Quand vous donnez des médicaments comme ces douleurs neuropathiques, style gabapentine, prégabaline, les patients deviennent des zombies. Et donc, elles prennent le traitement 3 jours et puis elles arrêtent, et puis elles préfèrent souffrir plutôt que de continuer à prendre un médicament qui les rend zombies. Avec 6 séances, on arrive en moyenne à faire passer le VA de 6,5 à 1,28 au bout des 6 séances de traitement. Donc voilà, donc c'est une intervention non médicamenteuse. Il n'y a aucun traitement, à part peut-être les patchs de capsaïcine, qui ont le même résultat. Ça dure dans le temps, l'efficacité. Ça remonte un petit peu dans le temps, mais ça reste en dessous de 5. Et donc, ça reste tolérable pour les patientes. Et du coup, on arrive à les retraiter si vraiment ça repasse au-dessus de 5 et qu'elles en ont besoin. Alors, ce sirotyphon, en cancérologie et en soins de support, il fonctionne sur plein d'indications. Ça, c'est une photo un schéma qui a été présenté plusieurs fois par Antoine Lemaire, qui fait la même chose que moi à Valenciennes, donc aussi près de la Belgique. Et voilà, à partir du moment où il y a une inflammation, l'inflammation, on peut proposer la photobiomation et ça va marcher sur les douleurs neuropathiques post-chimiothérapie, sur le chemobrain qui est la neuroinflammation post-chimiothérapie, sur les trismus, etc. Alors, les détracteurs disent « ouais, il n'y a pas d'études, etc. » Il y a plein d'études. C'est même enfin, depuis 2023, on en parle dans les congrès de soins de support. On les met dans les recommandations pour ce qui est le laser basse énergie, qui est un synonyme pour les mucites. Voilà. Donc, il y a des recommandations internationales. Il y a des recommandations internationales en cancérologie. Il y a des recommandations internationales maintenant pour la douleur chronique, parce qu'on cherche à trouver des interventions non pharmacologiques, puisque vous savez qu'il y a un scandale qu'on appelle le scandale des opioïdes aux États-Unis. C'est 20 000 décès par an par overdose, notamment de fentanyl, qui a été prescrit chez des patients lombalgiques, céphalalgiques, etc., et qui font des overdoses parce qu'ils deviennent accros à la morphine. Il faut utiliser la morphine, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis médecin de douleur, donc j'utilise très souvent aussi la morphine dans des douleurs non cancéreuses, mais il faut savoir les contrôler, les surveiller, etc. Et donc, il y a plein d'indications maintenant de lumière rouge dans des douleurs non cancéreuses qui est en train de se développer. Une petite vue de ce qu'on a comme matériel. Alors, c'est pas fini parce qu'on est en train de réfléchir pour ouvrir 2 autres salles de traitement. Vous avez des machines corps entier. Pour l'instant, le Novotor, il n'y en a que 3 en France, à Valenciennes, Rennes et à Guenou. C'est des machines, c'est des séances de 20 minutes qui sont adaptées pour les douleurs chroniques générales. Et vous allez voir le lien que je vais faire tout à l'heure. Vous avez des appareils qui traitent des zones à peu près un tiers, un quart du corps. Et puis, vous avez plein d'appareils localisés pour plein d'indications. Et sans transition, comme on dit à la télé, la fibromyalgie. Fibromyalgique, vous connaissez, ils ont mal partout, c'est 1,6% de la population française, c'est 8 dixièmes ou 3 quarts, c'est des femmes. C'est ce qu'on appelle des douleurs nociplastiques, ou troubles somatoformes variés. Ça ne se voit pas. Comme en haut à droite, vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air tout à fait normal, mais à l'intérieur du corps, c'est le feu, c'est l'enfer.
Il y a plein d'autres symptômes, il y a des critères très précis de diagnostic de la fibromyalgie, mais quand vous en avez vu 10, normalement, vous ne passez pas à côté de la fibromyalgie. Dans mon cabinet, c'est à peu près un tiers des prises en charge. Et c'est très compliqué parce que les médicaments, ça ne marche pas bien, c'est intoléré, c'est pas tolérable, c'est vraiment un modèle, un paradigme des interventions non médicamenteuses et de la médecine intégrative et des parcours de soins complexes. C'est pour ça qu'on a ouvert le cabinet pour accueillir ces patients qui sont souvent délaissés, moyenne de diagnostic 5 à 6 ans, de souffrance sans prise en charge. Alors, bien sûr, il n'y a pas de panacée universelle. Le sirotyphon, dont vous parliez tout à l'heure, ne fonctionne pas complètement, mais si on peut soulager ces patients, ne serait-ce que parce qu'on les voit souvent, qu'on leur parle et qu'on les prend en charge, je peux vous dire que ça leur change leur qualité de vie. Deuxième symptôme qui va faire le lien entre photomyélation et médecine fonctionnelle, c'est l'encéphalomyélite myalgique. Covid long, syndrome de fatigue chronique, aussi une maladie qui est pourtant reconnue par l'OMS, mais qui est très mal connue, notamment en France, avec plein de symptômes, des douleurs, des problèmes de malaise post-effort, des problèmes de problèmes cognitifs, donc toujours brouillard mental, neuroinflammation, etc. Et ce qu'on appelle le POTS dans notre jargon de spécialistes de la maladie, surtout c'est les meilleurs spécialistes et les patients. Les patients parlent de POTS, c'est postural orthostatique intolérance. C'est des personnes qui sont simplement assises ou levées et qui passent de 80 de pulsations à 140, 150 sans rien faire. Donc, une fois que vous avez vu une vraie encéphalomyélite, vous ne passez plus à côté des autres. Alors, le point commun de la fibromyalgie et de ces syndromes post-viraux, donc Covid long et encéphalomyélite myalgique, il y a plein de choses, c'est plein immunitaire, c'est la dysbiose, mais c'est surtout la mitochondrie. Et c'est pour ça que pour les dernières minutes que je vais vous parler, on va se focaliser sur la mitochondrie et essayer de faire le lien avec la médecine fonctionnelle. Vous avez bien compris, la photomyélation, l'explication de son fonctionnement dans 90% des cas, c'est la mitochondrie qu'on va régénérer, qu'on va refaire fonctionner. Alors, est-ce que ça marche, la photomyélation corps entier dans la fibromyalgie? Oui. On a 2 études récentes qui le démontrent, avec des résultats qui sont assez impressionnants. Au bout alors, on ne va pas aller dans les détails, mais c'est au moins 10 séances à 12 séances 2 fois par semaine. Vous avez tous les paramètres qui sont vus dans la fibromyalgie, la douleur, la qualité de vie, la capacité à avoir des activités de loisirs, la kinésophobie. La kinésophobie, c'est la peur de se mettre en mouvement, la peur d'avoir mal. Le sentiment de self-efficacy, c'est de se sentir bien globalement. Et la catastrophisation, qui est un autre symptôme très particulier de ces pathologies, c'est que tout va mal, de toute façon, je ne m'en sortirai jamais. Eh bien, tous les paramètres sont améliorés par 10, 12, 15 séances de photomyélation corps entier 2 à 3 fois par semaine. Et une autre étude qui montre, 1, que c'est faisable, 2, qu'effectivement, eh bien, vous avez une amélioration des scores globaux d'évaluation de l'intensité de la fibromyalgie. Donc là aussi, pour les détracteurs, l'évidence médecine existe. Alors, le problème, c'est que, comme je dis aux patients, c'est un coup de boost. Vous êtes avec nous 3 à 6 semaines, on essaye de vous booster, mais après, c'est tout un travail de terrain à faire. Et le travail de terrain à faire, c'est là où la multidisciplinarité va intervenir, où il faut avoir recours à des naturopathes, parce que les médecins, ils ne savent pas tout. Il faut avoir recours à des micronutritionnistes, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire non plus. Et que voilà, je pense qu'une équipe de 3 à 4 personnes maximum, c'est très très bien pour prendre en charge les patients. Je vous rappelle les 6 piliers de la santé, on peut discuter 7, 8, 9, etc. Moi, j'en prends 6. Le biopsychosocial, le psycho-émotionnel, la nutrition, au sens large, micro et macro, l'activité physique, la gestion du sommeil et la détoxification. Ça, c'est les 6 piliers de la santé que nous travaillons dans notre cabinet. Alors, là aussi, si vous pouvez chercher, vous allez avoir énormément de papiers, enfin, non, pas tant que ça, mais
énormément de papiers qui montrent que c'est la mitochondrie qui dysfonctionne dans ces pathologies-là. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va optimiser la médecine mitochondriale? Parce que je pense que l'avenir de la médecine, c'est vraiment la médecine mitochondriale. Et vous allez trouver, voilà, je vais vous faire un point sur ce qui est à peu près démontré sur le plan scientifique. Forcément, vous allez avoir le coenzyme Q10, par exemple. Là, c'est un peu complexe, mais c'est un article de 2023 qui dit comment prendre en charge les Covid longs. Avec tous les symptômes du Covid long. Alors, ça va des bêta-bloquants pour la tachycardie posturale, ça peut être des petites doses de naltrexone pour le brouillard mental du système immunitaire. Et puis, pour la mitochondrie, la fatigue, etc., pour l'instant, les seules preuves scientifiques qui existent, c'est coenzyme Q10 et des riboses. Alors, ce n'est pas des études de très haut niveau, mais au moins, elles ont l'avantage d'exister. Donc, le déribose et le coenzyme Q10. Je ne vais pas vous faire un cours de micronutrition et je pense qu'il y a certains qui m'écoutent qui seront plus calés que moi. J'ai simplement demandé à mon intelligence artificielle préférée, fais-moi un tableau avec tous les cofacteurs nécessaires pour le fonctionnement des enzymes mitochondriales. Alors, il m'a fait ça, c'est Perplexity. J'ai vérifié quand même dans mes cours qu'il ne s'est pas planté. Mais vous allez retrouver la NAD, la FAMN, le fer, le soufre, le coenzyme Q10, le fer, soufre, le cuivre, le zinc, le magnésium, la thiamine, qu'est-ce que j'ai oublié, l'acide lipoïque, les coenzymes A, donc l'acétylcoenzyme A, la vitamine B5, c'est le coenzyme A, etc. Voilà. Donc il y en a énormément, il y a plein de vitamines, il y a du NAD, du sélénium, etc. Donc la question c'est, est-ce que ce ne serait pas tout bêtement de donner tout ça? Et donc je lui ai demandé un deuxième exercice. J'ai pas mis j'ai mis quel complexe c'était, mais j'ai pas mis les marques. Vous les reconnaîtrez sans problème. Donc Physiomance, Mitogène, Oligo, Mitochondrie, les multi-essentiels actifs plus, le Métagénix. J'ai dit, voilà, le problème, moi je suis un peu par hasard un des 10 spécialistes du Covid long en France. Donc je les vois arriver de partout. D'accord? Et je conseille je travaille, on est en train de faire un travail de recherche avec les associations Covid long en France sur la photomyélation justement. Et donc je vois arriver ces patients qui me montrent leur sachet de compléments alimentaires et tout ce qu'ils ont essayé, etc. J'ai discuté encore hier et avant-hier avec la vice-présidente de SFCEM, de l'association des encéphalomyélites syndrome chronique. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ne prenez pas des complexes? Parce qu'on a la chance maintenant depuis quelques temps, d'avoir des labos qui nous proposent des complexes qu'on appelle mitochondrie, machin, etc. Je ne suis pas sûr de les avoir tous, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, ce que Perplexity m'a sorti. J'ai dit les principaux en France, disponibles en France. Et donc, alors ce qui est rassurant, c'est que 1, 2, 3, 4, 5 produits, ils ont pratiquement au milligramme près la même chose. Donc, ça, c'est plutôt positif. Qu'ils ont quasiment tout ce que je vous ai cité dans les 2 diapositives précédentes, toutes les vitamines qui fonctionnent, la vitamine C, etc. Il y a une petite différence, il y en a une qui a du ginkgo biloba, l'autre qui l'a pas, l'autre qui a, peu importe. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont bien fait, ils ont mis tous les cofacteurs enzymatiques de la mitochondrie. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est que c'est dans 1 ou 2 gélules par jour. Alors que j'ai vu arriver des patients qui avaient 10 produits différents. Alors j'ai interrogé la vice-présidente, j'ai dit, mais pourquoi vous ne développez pas tous? Pourquoi vous ne préconisez pas ça? Alors la réponse, parce que c'est la plupart des hauts placés dans les associations sont des scientifiques, j'ai dit, mais le problème c'est qu'on ne sait plus ce qui marche. Elles ont raison. Et moi je leur dis, mais attendez, de toute façon moi non plus je ne sais pas ce qui marche dans cette histoire-là, donc moi mon sujet de recherche actuellement, ça va être justement de travailler sur photobiomylation et après utilisation des complexes mitochondriques. Alors quel avenir? Il y a des freins et des leviers pour la PBM. Il n'y a pas assez de machines en France, c'est en train d'arriver. Il commence à y avoir une carte
de France des centres de photomodulation médicalisés en France. Alors, il n'y en a que 3 encore entiers pour l'instant. Il y en a un 4e à Annecy qui est en train d'ouvrir. Donc, voilà. Il y a le choix de la machine, l'accessibilité, non-remboursement en dehors d'un cabinet médical ou d'une clinique. Donc, nous, comme on est en France, on utilise le système D. Donc, on arrive à trouver un remboursement possible pour les patients. Et coût de la séance, si c'est non remboursé. Il y a des centres en France qui s'appellent les centres Sanamonté. Vous êtes à 70 € les 25 minutes. Hein. C'est des centres de bien-être. Il y a plus de centres de mieux-être à l'heure actuelle équipés de machines corps entier que de centres médicalisés. Les leviers, c'est que les études sont en cours, sont toutes positives, que ce soit d'ailleurs pour la fibromyalgie, par exemple, aussi, mais aussi pour les syndromes post-viraux. Il y a plein d'études qui sont en train d'être faites et qui sont plutôt positives. Il y a une innocuité de la méthode. Il faut juste faire attention pour ne pas faire cracher, faire un malaise post-effort pour les personnes qui sont en encéphalomyélite grave. Il y a une demande de patients d'intervention non médicamenteuse. Pour la médecine fonctionnelle, il y a peu de médecins formés. Quand on tape pas sur les médecins formés, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais en France, il y en a certains qui se font mal voir par le Conseil de l'Ordre. Il y a une hétérogénéité des pratiques et des praticiens. Alors là, j'ai mis les médecins et les thérapeutes dans le même sac. J'ai un peu de mal quand un thérapeute ou un médecin d'ailleurs prescrit 10 compléments alimentaires différents, je ne supporte pas. Il y a la non-standardisation des compléments alimentaires, c'est un peu la foire partout et c'est un peu ce qui est difficile par rapport à un médicament. Dans un médicament, vous avez une standardisation, c'est pour ça que ça s'appelle un médicament et pas un complément alimentaire. C'est pas remboursé, il y a beaucoup d'autoprescription, il y a beaucoup d'OTC, over the counter, donc de conseils pharmaceutiques. Alors quand c'est un pharmacien ou un préparateur qui a un DU de micronutrition, je veux bien, mais quand c'est juste, tiens, il y a... Voilà, prenez ça. Je ne fais pas plus de commentaires que ça. Il y a beaucoup d'études qui sont souvent mises en avance par les laboratoires qui sont de qualité moyenne, voire médiocre. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. Encore une fois, je suis un fervent défenseur de la médecine fonctionnelle, mais il faut que tout ça s'améliore. Les études en cours sont certaines très positives. L'innocuité de la méthode, il faut faire attention. Il y a quand même parfois possiblement des interactions médicamenteuses. Là aussi, c'est la demande des patients. Voilà, je merci pour votre attention et puis je vais voir pour répondre aux questions. Alors, j'ai déjà répondu à la question sur Jean-Louis. Oui, il me semble qu'il y a pas mal de questions. Si ça vous va, je vous laisse le temps de prendre votre respiration, boire un petit coup d'eau si vous voulez, et j'en profite pour présenter SimpliCure avant qu'on passe aux questions. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore SimpliCure, on vous proposait du coup aujourd'hui ce webinaire avec le docteur. SimpliCure, c'est un outil pour les praticiens, pour vraiment faciliter la recommandation de compléments alimentaires. Donc, vous allez retrouver sur notre plateforme les différents laboratoires avec les différents produits que vous pourriez recommander à vos patients. On a bien compris que l'idée, c'est pas d'en recommander 10 différents, mais si voilà, c'est 2-3 labos différents, ça peut être compliqué pour le patient d'aller sur un premier site, un deuxième site, une pharmacie, et donc on se rend compte qu'il y a peu d'observance. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier votre pratique, vous d'avoir le suivi de tout ce que vous avez recommandé, et votre patient, il reçoit un seul lien, donc un seul frais de port et un seul colis, et c'est quand même beaucoup plus pratique, du coup beaucoup plus facile pour entrer dans ce suivi. Si je prends 2 secondes juste pour vous montrer à quoi ressemble un peu la plateforme. Donc, lorsque vous vous connectez sur SimpliCure, vous allez arriver sur ce site. D'ailleurs, j'en profite pour répondre. Le replay et la présentation sera disponible sur l'Académie. Donc, vous avez ici tous les webinaires qu'on a déjà faits. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir créer une recommandation. Vous ajoutez un produit et vous avez accès, du coup, à 2800 produits. Heureusement, il y a des filtres qui sont disponibles, évidemment, pour vous aider à chercher. Vous pouvez filtrer par marque, vous pouvez filtrer par objectif de santé, par format, si vous préférez des gouttes, des gélules. Enfin, vraiment, tout est mis en place pour que ce soit facile. Et donc, après, il vous suffit d'ajouter les produits que vous souhaitez recommander, de spécifier les posologies à laquelle votre patient ou votre client va pouvoir utiliser le produit.
de mentionner ses coordonnées. Et puis, il va recevoir un petit mail et il va pouvoir passer commande. SimplyCure, c'est un outil qui est gratuit. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir. Je vais peut-être vous partager ici une petite bannière. Comme ça, vous pouvez simplement cliquer dessus et un de mes collègues prendra contact avec vous pour vous présenter la plateforme et vous montrer à quel point c'est facile à intégrer dans votre pratique. Alors, il y a d'autres webinaires aussi qui sont prévus avec d'autres médecins à venir, donc n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Voilà, je vous rends la parole pour répondre aux questions que nous avons reçues. Alors, Angélique posait la question, est-ce qu'il serait efficace pour un patient atteint d'une maladie mitochondriale ? Ça dépend de la maladie mitochondriale, mais a priori, ça peut être testé, oui. Mais pareil, là, du coup, alors, juste pour faire un point technique, vous avez vu que la machine corps entier, c'est l'idéal parce que ça traite tout le corps. Alors qu'il y a des machines qui sont à peu près un quart, et on est en train de développer des protocoles. On s'est rendu compte qu'en traitant l'abdomen, donc le microbiote, parce que ça a aussi un effet sur le microbiote, en partie le foie, et en traitant sur le cerveau, on avait à peu près, a priori, c'est encore en cours, les mêmes effets que la machine corps entier. Donc, ça peut être intéressant pour les centres qui ne sont pas équipés d'une machine corps entier. Donc, pourquoi pas. Est-ce que la photobiomodulation pourrait remplacer la radiothérapie chez les patients cancéreux ? Surtout pas. Surtout pas. On fait de la médecine intégrative, pas de la médecine alternative. Hein. Ça, c'est clair. Par contre, en France, il y a un développement énorme de la photobiomodulation dans les centres de cancérologie, de radiothérapie. Énormément de centres sont en train de s'équiper. Ça pose un tas de questions sur l'organisation, etc. Mais actuellement, c'est même la demande des patients. Les patients, ils demandent, est-ce que vous avez de la photobiomodulation chez vous ? Sinon, je ne viens pas chez vous, je vais écouter. Donc, ça commence à venir. Pour l'ORL, pour les seins. Voilà, c'est surtout ça. Surtout aussi pour les cancers du canal anal, des gynécologiques, quand vous avez une inflammation de la vulve, etc. C'est très, très indiqué dans ce genre de traitement. Est-ce à l'heure actuelle une technique abordable financièrement, aussi géographiquement ? Alors, financièrement, quand c'est dans un centre médicalisé, oui. On se débrouille, hein. Je peux le dire. Hein. Nous, on fait une consultation externe. De tous les centres médicaux, que ce soit hospitaliers publics en France ou privés, ou les consultations, on fait tous pareil. On fait une consultation de base à 31,50 €, puisqu'on est spécialiste. Donc ça, c'est remboursé. Et si c'est des patients en affection longue durée, ils n'ont pas de reste à charge. Et par contre, moi, ce que je demande, c'est 18,50 € supplémentaires pour les patients en fibromyalgie, douleur chronique, parce que je pense que si tout est gratuit, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a quand même un petit reste à charge pour le patient. Géographiquement, alors, je vous ai dit, il y a bientôt une 4e machine corps entier en France. Après, il y a plein de centres. On commence à avoir de plus en France, en tout cas, c'est relativement accessible. C'est plus les médecins qui la pratiquent, qui n'ont pas encore généralisé dans d'autres indications. Par exemple, il y a celui qui va faire que le post-radiothérapie, il y a celui qui fait que de la douleur, etc. Donc, on est en train de travailler là-dessus, mais à force, surtout à la demande des patients, notamment pour les syndromes de fatigue chronique, les encéphalopathies myalgiques, c'est en train d'arriver. Les lampes infrarouges qu'on trouve sur Internet ont-elles les mêmes effets ? Pas du tout. Et si vous voulez parler, c'est Eliel qui posait la question. Alors, on trouve des machines de photobiomodulation sur Internet. Vous pouvez commander une machine corps entier sur Alibaba, sur Amazon. Il n'y a aucun problème. Si vous avez 20 000 € ou 50 000 ou 90 000 ou 120 000 €, vous pouvez la commander sur Internet, il n'y a pas de problème. Puis vous avez plein d'appareils, il y a plein de pubs. Vous tapez une fois photobiomodulation sur Facebook, vous allez avoir plein de pubs et plein de posts Facebook autour de la photobiomodulation. Alors, il faut faire très attention. Ce n'était pas le but du séminaire, mais nous, on travaille en irradiance, en puissance en irradiation, et surtout en irradiance, c'est les joules par centimètre carré. C'est ça qui est très, très important, c'est de savoir si la machine délivre la bonne dose, avec la bonne longueur d'onde. Donc, il y a à boire et à manger sur Internet. Il faut
faire attention. Oui. Mais c'est pas les lampes infrarouges qu'on trouve chez la plupart des kinés, sont des vrais infrarouges qui chauffent. Alors que moi, encore une fois, c'est de la lumière qui ne chauffe pas, absolument pas. Les patients peuvent avoir une sensation de vasodilatation qui donne une sensation de chaud, mais c'est à cause du NO qui est relargué, ça vasodilate, et donc c'est un effet direct de la lumière et pas de la chaleur. La maladie de Parkinson, alors oui, mais avec des séances spécifiques sur le crâne. On est en train de développer la technique dans ce domaine-là. Et là aussi, les résultats sont très prometteurs dans la maladie de Parkinson. Mais il faut des appareils un peu particuliers. Est-ce efficace dans le défilé du thoracobrachial pour la douleur, sûrement. Bon, ça ne va pas réparer le défilé, mais ça va diminuer la douleur. Les coupures sont images, donc ça doit être passé. Biorésonance, drainage lymphatique. Bon, très bien, c'est pas une question, c'est un témoignage. Le sport a aussi une fonction positive sur les mitochondries. C'est pour ça que nous parlons bien des 6 piliers de la santé et que nous ne faisons pas que de la photomyélation. On fait de la micronutrition, de l'alimentation, de l'activité physique, de la psychothérapie et de la détoxification. Voilà. La carence en cuivre est un problème sous-estimé qui impacte énormément le monde et les mitochondries, entre autres, je suis d'accord, mais c'est compliqué à gérer parce que les dosages ne sont pas faciles à faire. Faites-vous des consultations à distance, ça c'est perso, oui. Que pensez-vous des patchs qu'utilise la PBM? Je ne connais pas des patchs. Ah si, j'en ai vu passer, non, ce n'est pas assez puissant, il n'y a pas de problème. Bleu de méthymène, Dr Schwartz, si vous voulez m'inviter à un deuxième webinaire, je vous parlerai des thérapies alternatives en cancérologie à faire, proposer ou pas faire. C'est une très bonne question, ça pourrait être l'objet d'un deuxième webinaire. Bonjour, très intéressant, merci beaucoup. Alors, lors du traitement PBM à Haguenau, proposez-vous des offres de logement pour les 2 à 3 semaines? En fait, non, c'est 5 jours. Ces 5 jours, on peut faire des séances tous les jours pendant 5 jours et refaire 3 semaines après. Et ça, il faut s'adresser à l'Office du tourisme de Haguenau. Il y a plein d'hôtels et plein de chambres à louer. L'hôpital Aix-en-Provence, oui, ils ont un système de photobiolation. Alors, comment être sûr que la personne qui suit la photomyélation est bien formée? Quand il est docteur, normalement, ça doit fonctionner. Il doit savoir faire. Donc, méfiez-vous des esthéticiennes qui font de la photomyélation. Pour un naturopathe qui fait de la photomyélation, normalement, il n'y a pas trop de soucis. C'est plus les indications, il n'y a pas de risque, c'est plus les indications et le volume qu'on va traiter. Ça, il faut faire très attention, mais sinon, il n'y a pas de soucis. Alors, le Miltapod, ouais, c'est génial en gynéco. Merci pour le témoignage, pour Laurence qui est sage-femme libérale. Peut-on avoir la liste des centres où l'on pratique SVP? Ce n'est pas encore officiel. Quand ça sera officiel, je la mettrai sur tous mes réseaux sociaux. Ah oui, bonne idée. Comment être sûr que... Ah oui, c'est la même question sur la formation. La biomodulation, effectivement, quand c'est un médecin, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a des DU, il y a 3 DU de diplôme d'université en France de photomyélation actuellement. Donc on peut demander s'ils ont le DU ou pas. Mais après, c'est surtout de l'auto-formation, c'est pas très compliqué. C'est juste de savoir connaître ses limites, d'être un médecin correct, savoir où mettre la lumière. Il y a plein de trucs à savoir. Et puis deuxièmement, pas dire que ça guérit tout et que vous arrêtez, le reste, c'est de la merde. Vous connaissez le scandale de la naturopathie en France. Je crois que c'est une suspension. Si ces 2 personnages n'avaient pas existé, ça serait mieux. Eh bien, un tout grand merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions et que vous avez bien pris le temps de répondre à tout. Donc, un tout grand merci pour cette présentation complète et pour votre temps. Je pense effectivement qu'on va pouvoir programmer une prochaine fois avec un autre sujet. Il y a de quoi discuter. Merci à vous. Eh bien, bon après-midi à vous, bon après-midi à tous et à très bientôt.